Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Bidon Collé. Aujourd'hui, on est avec Maxime et on a l'honneur de recevoir Lionel Tamigno. Bonjour Lionel. Bonjour, Boris et Maxime. Comment tu vas? C'est dans cette période très chargée. Oh, ça va, ça va. Je viens de faire le tour de Belgique et d'avoir un programme assez chargé jusqu'à présent. Et puis après, bah, maintenant, dimanche, c'est le championnat de Belgique. Et par après, je peux aller en vacances, on va dire. Donc, voilà, c'est chargé jusque dimanche et après, ça ira un peu mieux. Un break bien mérité. Pour ceux qui te connaissent pas, on va quand même te présenter. Donc, tu es coureur professionnel de l'équipe Lotto Destiny. Ça fait déjà maintenant un petit temps que tu es professionnel. Tu as fait Bingo Wallonie-Bruxelles. Tu as été chez Alpecin et puis maintenant Lotto Destiny. Tu as déjà participé à la Vuelta. Tu as déjà fait le Tour des Flandres également. Tu as déjà gagné aussi 4 fois au niveau UCI. En plus de ça, tu as gagné aussi au cours des kermesses professionnelles aussi, quand même un certain nombre de fois. En plus, cette année, tu marches. On en va revenir dans quelques instants, mais tu as déjà fait 11 top 10 cette année. Euh, est-ce que, déjà, première chose, est-ce que tu trouves que tu es dans la forme de ta vie cette année? La forme de ma. Ouais, ça, je sais pas. J'ai déjà eu des meilleurs moments, on va dire, mais c'était plus sur des périodes courtes. Je pense que allez, mes performances max, je les ai pas en ce moment. Mais c'est sûr que la condition, on va dire, globalement, et ma forme globale sur une grosse partie de la saison, ce sera cette saison la meilleure pour le moment. Donc, ça, oui. Tu étais ici autour de Belgique, tu en as parlé, et tu t'es confronté aux meilleurs sprinteurs du monde. Il y avait Olaf Koy, il y avait Philipsen, Merlier. C'était quand même pas très très loin. Tu as pu batailler avec eux. Euh, Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois tout simplement le classement à la fin, à l'arrivée de la première étape par exemple, et que devant toi, il n'y a que ces gens-là? Oh, bah, j'étais fort content de déjà pouvoir participer au sprint et être là, on va dire, en bonne position pour le sprint final. Maintenant, j'ai fait une fois cinquième et une fois sixième dans le sprint. Le dernier jour à Bruxelles, j'ai fait neuvième. Bon, seulement neuvième, c'était pas terrible, mais une fois cinq et une fois six. Euh, mais je me rends compte que c'est bien d'être là et c'est un très beau classement, surtout quand tu regardes les trois premiers, Philipson, Merlier, Olaf Koy, c'est un beau plateau. Maintenant, j'ai aussi vu que j'étais là enfin, j'étais en bonne position pour le sprint, mais j'avais plus vraiment un sprint dans les jambes, comme eux l'ont quand même, vraiment l'explosivité en fin de course. Et voilà, je vais me, voilà, je pouvais suivre les roues, mais c'était tout, quoi. J'avais pas la giclette pour vraiment faire la différence. Et là, je me rends compte qu'il y a encore du travail quand même pour le plus haut niveau au sprint, on va dire. Ouais, Et après, ouais. on l'a cité, on l'a dit, Merlier et Philipsen sont pour le moment allez, un ton au-dessus des autres. Et toi, tu les as notamment côtoyés tous les deux. Peux-tu nous dire lequel des deux t'a le plus impressionné dans sa manière d'être coureur cycliste? Euh, mais là, je pense que bah, pour le moment, ils sont tous les deux vraiment au top mondial. Peut-être que je sais même pas si on compare les deux palmarès, qui a le plus beau palmarès jusqu'à présent. Tim Merlier, deux fois champion de Belgique, gagné dans quasi tous les grands tours. Enfin, je pense qu'il a non, la Vuelta, il n'a pas gagné. Euh, Philipsen, il n'a pas encore fait le Giro, donc c'était compliqué. Mais je pense que c'est deux types différents de sprinteurs. Et sur la vitesse pure, souvent Jasper est vraiment plus explosif, mais sur un sprint assez costaud, Tim est souvent allez, plus aux avant-postes que Jasper. Donc c'est vraiment deux sprinteurs différents, mais vraiment au top mondial. Tu parles de sprinter maintenant. Toi, tu es un sprinter, mais finalement, est-ce que tu es vraiment un pur sprinter ou tu te vois plutôt comme un cours de touche à tout quand même, puisque quand tu gagnes régulièrement, à la route Angèle par exemple, eh Mhm. bien, c'est pas au sprint. Non, je pense que j'ai seulement gagné deux sprints massifs dans ma vie. C'était Grand Prix Criquelion et une étape au 4 jours de Dunkerque. Donc, je suis pas vraiment, on va dire, pour les sprints massifs. Je suis vite dans un petit groupe, ça oui, surtout quand c'est une échappée
qui va au bout, qui va à l'arrivée. Et ça, j'ai une grande chance de gagner, je pense. Maintenant, c'est voilà je pense les qualités physiques au sprint, je les ai, mais parfois il faut débloquer quelque chose dans la tête et il faut vraiment être là et avoir une équipe qui te lance pas mal et être vraiment en bonne position au bon moment. Et ça je l'ai pas assez souvent ou pas jusqu'à présent, pas encore montré que j'avais la capacité de faire ça. Mais si la dernière semaine au Tour de Belgique, le placement était vraiment bien, mais le sprint en lui-même, j'avais pas vraiment de sprint, donc ça c'était un peu dommage pour moi. Mais ouais, je pense que je me qualifie pas comme sprinter massif. On va dire. Tu as couru donc la Vuelta avec Tim Merlier, du coup. Tu avais un rôle plutôt de poisson pilote. Ouais. Euh, Est-ce que c'est un rôle que tu apprécies ou tu préfères quand tu juges justement ta chance ou essayer plutôt d'anticiper de loin? Ça, c'est un peu. Qu'est-ce que tu préfères dans quelle situation de course tu préfères en tout cas? Quel rôle tu préfères? Bah, je pense que quand tu fais un bon lead-out et que tu as très bien fait ton travail et que ton sprinter fait, on va dire, un ou deux, joue en tout cas la victoire et que ça se joue à très peu et que tu as bien fait ton job, bah, ça peut rendre plaisir aussi. Et c'est surtout si le sprinter t'accorde un peu on va dire, de crédit et a dit que l'équipe a bien travaillé, etc. Mais non, c'est pas la seule chose qui m'inspire, on va dire, dans le vélo. J'aime toujours bien de gagner des courses et de faire des résultats moi-même, même si c'est pas au niveau World Tour jusqu'à présent. Bah, je pense que c'est voilà, tout coureur cycliste qui a un peu d'ambition veut quand même essayer de faire des résultats soi-même et de gagner des courses. Mais ça me fait plaisir de chez Lotto pouvoir faire un peu des deux et d'avoir la liberté, on va dire, entre guillemets, toute la partie maintenant de saison, mai-juin, j'ai pu rouler pour, on va dire, pour mes résultats et pour mon palmarès. Et la première partie de saison, j'étais plus équipier, mais ça m'allait très bien à ce moment-là. Alors, encore une question par rapport justement au changement de vie. Tu as donc été chez Alpecin et tu es arrivé maintenant chez Lotto Destiny. Je suppose que vu les saisons que tu venais de faire, bah, tu avais quand même sûrement des possibilités autres que l'auto, par exemple. Comment ça se passe une négociation de contrat? Est-ce que ça se fait vers la fin de saison? Est-ce que toi, tu as commencé à négocier ça un peu plus tôt? Et qu'est-ce qui a fait que tu as choisi justement l'autodestinée? Bah, pour être honnête, je pense que j'ai demandé d'abord à Alpecin pour renégocier mon contrat, mais j'avais pas encore pas d'agent ni personne, enfin, personne qui m'aidait à ce niveau-là, on va dire. Donc, j'ai contacté l'équipe et j'ai pas vraiment eu de réponse ni négative ni positive. Donc là, je me suis posé un peu des questions et euh, à partir de là, j'ai contacté un peu des gens, on va dire, pour avoir quelques contacts et j'ai commencé à travailler avec un agent. Il a appelé Alpecin qui a pas répondu, on va dire, vraiment positif à ce niveau-là. Et après ça, ça s'est fait vite fait. On va dire, j'avais des contacts avec l'auto et avec d'autres équipes et tout s'est passé super bien pendant on va dire l'entretien avec l'auto, que ce soit avec Kurtano ou Stéphane Hulot. Et puis Arnaud, enfin, j'avais un peu des contacts avec Arnaud et il était aussi content, on va dire, que si je venais dans l'équipe. Donc à ce niveau-là, ça s'est fait, on va dire, assez rapidement et avant le Tour de France en tout cas. Ouais, c'est important de pouvoir finir ta saison aussi quand même un peu plus rassuré parce que c'est les coureurs qui, fin de saison, n'ont pas de contrat. Souvent, c'est un peu le rush et la pression. Bon, maintenant, ça peut permettre aussi de se dépasser un peu et de se montrer vraiment au plus haut niveau, mais je pense qu'il y a, allez, c'est quand même toujours plus plaisant pour un coureur et toujours plus serein d'avoir signé, on va dire, juste avant, pendant ou après le Tour de France. Je pense que c'est une bonne période pour renouveler les contrats et ça se fait souvent à ce moment-là. Et une fois que tu as signé ton contrat, bah, t'es un peu relâché à ce niveau-là et ça permet parfois aussi de mieux performer. Ouais. Tu l'as évoqué, Arnaud Delis, la nouvelle star, la nouvelle superstar du cyclisme wallon, en gros. Ouais. Comment se passe ta relation avec lui allez, dans l'équipe Lotto pour le moment, avec son début de saison assez compliqué? Ouais, je pense très bien. Maintenant, malheureusement, il a eu un début de saison assez compliqué et c'était pas facile pour lui. Je chatte pas tous les jours avec lui. Il est
je suis très bien ami avec lui, mais on n'est pas totalement de la même génération. Euh, Lui, il chatte via Snapchat. Donc WhatsApp, il connaît très peu, on va dire. Et parfois, il répond une semaine après. Ou, enfin, voilà, j'ai un peu de ça en moi aussi que je réponds pas le jour même parfois. Mais à ce niveau-là, mais quand on se voit, c'est toujours plaisant. Et aussi sur le vélo, enfin, on s'entend bien, on se comprend aussi en course. Et, j'ai pas encore pu faire beaucoup pour lui cette année, on va dire, surtout la période des classiques. Ben, voilà, il a eu la maladie de Lyme, donc il était pas vraiment présent ou pas à niveau, on va dire. Et les courses que j'ai roulées avec lui, j'ai en Bretagne couru deux courses avec lui, Trobre-Léon et Morbihan. Il avait très bien roulé, on a pu faire quelque chose en équipe, on va dire. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Maintenant, je pense qu'il a pas non plus vraiment exactement le même programme que moi, programme de course. Et je suis pas, on va dire, poisson pilote spécialement pour lui. Ou, à ce niveau-là, je suis pas toujours sur les courses avec lui. Donc à ce niveau-là, voilà, peut-être un peu trop peu. On peut peut-être l'année prochaine travailler un peu plus ensemble. Mais sinon, la relation en soi, l'amitié et tout ça, ça se passe vraiment bien. Et je pense qu'il y a un bon clic aussi. Et on rigole souvent bien. Il y a pas énormément de wallons, on va dire, chez l'auto. Donc, il y a quand même une petite clique quand on se voit avec Arnaud ou Sylvain Moniquet. Voilà, c'est Sébastien Grignard. C'est quand même toujours plaisant d'être avec ces mecs-là. Tu parles justement d'Arnaud. Tu as connu d'autres grands leaders, peut-être un, voire le meilleur coureur du monde qui est Mathieu Van Der Poel. Ces coureurs-là, ils ont quelque chose à part. Quand ils sont sur le vélo, ils sentent quelque chose quand tu les vois. Et est-ce que même dans la manière de vivre, quand tu roules pour eux, tu as quand même envie de te dépasser beaucoup plus quand même, parce que tu sais qu'ils vont avoir. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'ils sont côtoyés très bien. Mathieu Van Der Poel, Merlier, Philipsen, enfin, voilà, c'est quand même des grands coureurs dans, on va dire pour le moment dans le vélo, donc c'était cool de les côtoyer. Maintenant, ils ont, comme tu dis, quelque chose d'à part. Sur le vélo, en tout cas, en dehors du vélo, c'est des gars un peu comme tout le monde, on va dire. Mathieu est peut-être un peu différent des autres, mais non, je pense qu'ils sont surtout très sereins, pas de stress. Ils ont une envie, tous les quatre ou tous les grands talents, une envie de bien performer, de se construire le plus grand palmarès possible et surtout l'envie de bien faire et de montrer à toutes les personnes ben voilà, de quoi ils sont capables. Et je pense que c'est surtout ça, l'envie de bien performer, la rigueur et surtout ils aiment bien rouler tous les quatre à vélo et ça c'est, je pense, le plus important. Enfin, ça reste quand même la base. Euh, c'est des mecs qui s'amusent. Ben, pour Arnaud et Mathieu, en tout cas, ils s'amusent en course et ils n'ont pas de stress. Ils font ce qu'ils ont à faire et souvent bon, ça tourne bien à la fin de la course. Donc, à ce niveau-là, parfois, ils se posent peut-être beaucoup moins de questions que les coureurs qui sont juste en dessous et qui cravachent un peu pour arriver à un niveau juste en dessous ou essayer d'arriver pareil. Tu parles de l'auto, enfin, on a parlé quand même un peu de l'auto Destiny. Il y a deux questions qui me reviennent par rapport à cette équipe-là. Premièrement, bah, le mot Destiny. Ces derniers temps, ça a été quand même assez bien mentionné dans la presse. Toi, si j'en crois Pro Cycling Stats, tu as encore un autre contrat l'année prochaine. Tu es peut-être un peu moins concerné, mais est-ce que tu sens que dans l'équipe, il y a une nervosité ou que ça se En tout cas, voilà, l'équipe communique pas, on va dire, ouvertement au niveau du sponsoring, etc. Maintenant, c'est vrai que Destiny, ils ont envie d'avancer, ils ont envie d'investir pas mal, mais je pense que pour l'auto, c'est compliqué d'investir plus. Je pense que le grand problème, c'est que Destiny voudrait peut-être investir plus que l'auto, mais le nom de l'équipe va pas vraiment changer parce que voilà, ça fait des années que c'est l'auto et puis un autre co-sponsor, on va dire. Donc, ça ne va pas changer à ce niveau-là. Et c'est peut-être un peu plus la loterie qui est assez conservative. Mais je pense que moi, je ne dois pas me tracasser trop. Comme tu dis, j'ai un autre contrat encore l'année prochaine. L'équipe, elle existera toujours, à mon avis. Donc, voilà, à ce niveau-là, je ne me pose pas trop de problèmes. Maintenant, trop de questions. Mais c'est plus
ceux qui sont sans contrat maintenant, il y a pas mal de gars qui partent comme Kampenaerts et Korn. Enfin, c'est quand même des gars qui ont un sacré niveau, qui font du boulot dans l'ombre, mais sur des courses assez dures, un programme au retour, on va dire. Et c'est pas évident si tu n'as pas encore fait le budget avec l'équipe de trouver des mecs d'un tel niveau qui veulent signer pour moins d'argent, on va dire. Donc, c'est un problème Ouais. peut-être dans l'équipe, et je pense qu'il y a aussi pas mal de gars qui sont du niveau en dessous, qui n'ont pas encore signé non plus. Enfin, c'est selon moi les plus faciles à faire re-signer, des gars qui sont équipiers dans l'équipe et qui veulent rester, mais même eux, ils n'ont pas encore eu la chance de pouvoir signer. Donc, enfin, de ce que moi je sais en tout cas, donc ça c'est parfois un peu compliqué. Et donc la deuxième question qui vient par rapport à l'Autodestiny, ben, ces dernières années, depuis que je suis dans le milieu du vélo, ils ont la meilleure équipe développement depuis Ouais. toujours. Vous venez encore de gagner le Giro ici ce week-end. Ça veut dire que pas mal de jeunes vont monter aussi pour remplacer ces coureurs-là. Est-ce que ben, quand la nouvelle génération vient, on sent vraiment un nouveau vent frais ou ben, tout simplement, des fois, on sent aussi un peu des erreurs et du manque d'expérience car bah, on ne va pas le cacher, vous allez sûrement repasser en World Tour d'ici un an ou deux, pas 2 ans. Donc du coup, est-ce que c'est compatible un peu cette équipe développement qui fait monter des coureurs et le niveau World Tour? Je pense qu'il y a un peu des deux parce que là, il y a vraiment des jeunes qui montent et qui ont peut-être fait une année chez les espoirs au maximum deux. Donc, enfin, moi, il m'a vraiment fallu 4 années espoirs pour atteindre un niveau correct, pour être directement performant chez les pros, on va dire, et au moins pas souffrir pendant toute une saison au niveau pro Conti. Je parle pas au niveau retour en plus. Donc, voilà, mais tu vois quand même que les mecs qui gagnent dans l'équipe espoir, ils ont vraiment du talent et ils sont beaucoup plus occupés avec tout ce qui est vélo, nutrition, etc., que ce que moi j'étais en première année espoir, on va dire. Donc voilà, je leur donne un peu de crédit quand même, et je pense qu'il y a vraiment du talent, ils vont monter. Ça va pas être facile, mais là, si je compte bien, je serai un des 3 ou 4 plus vieux de l'équipe, donc ça me rajeunit pas tout ça, et c'est un peu. Voilà, je me sens pas encore vieux, j'ai pas encore 30 ans, mais je serai quand même dans les 3 4 plus vieux de l'équipe, donc ça me tracasse un peu quand même, mais je pense que si je peux partager l'expérience que j'ai, en tout cas au niveau des courses, etc., et comment aborder une saison, ça, je peux peut-être les aider, mais à d'autres niveaux, ils sont beaucoup plus investis déjà à leur jeune âge que moi je l'étais à ce moment-là. Et justement, comment est-ce qu'on s'adapte à cette évolution du cyclisme? On sait vraiment que les vélos deviennent de plus en plus performants, qu'on fait attention à toute la nutrition, tout est calculé. Alors, comment est-ce qu'on s'adapte à ça quand on vient de... Allez, ça fait une dizaine d'années qu'on est dans le monde pro. Bah, je pense qu'il faut avancer, il faut être ouvert même à ce que. Voilà, moi je connais pas mieux le vélo que les jeunes qui montent, donc le vélo évolue et ça change un peu. Donc, et je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des jeunes aussi. Enfin, ils lisent tout sur Internet, ils sont fort occupés avec ça. Je dis que ce soit nutrition, entraînement, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre en tant que plus vieux. Enfin, moi, j'ai peut-être plus juste l'expérience de la course et de comment ça se passe et des parcours, etc. Mais à d'autres niveaux, j'ai plus à apprendre des jeunes que ce qu'eux ont à apprendre de moi. Donc là, j'écoute parfois les jeunes comme Berkmoes et Segar qui sont, voilà, ils se donnent à 100% depuis le début de la saison que moi je vois. Enfin, je les ai vus régulièrement, et il y a des choses que j'ai appris d'eux, et je pense que ça me va très bien maintenant en course, et je vois déjà des résultats à ce niveau-là, donc ça me fait plaisir d'apprendre des jeunes aussi en tout cas. Tu parles d'alimentation, de nouvelles choses. Quelque Oui, chose oui, sur dur dans l'alimentation. le vélo pour toi? Pardon? Dans le vélo, donc il y a l'alimentation, il y a l'entraînement, les parties. Qu'est-ce qui est pour toi allez, la partie que tu aimes le moins dans ce côté vélo parce qu'on le sait, en hiver, tu es en Espagne, en été, tu fais aussi peut-être des vacances ou vélo, mais Ouais. par contre, tout le temps avec ton vélo. Donc, est-ce que le fait de ne pas déconnecter, est-ce que de pouvoir toujours faire attention, c'est quelque chose qui est difficile ou pour toi, bah, c'est toujours un plaisir malgré tout? Ouais, je pense que chez moi, c'est toujours un plaisir. Il y a quasi aucun moment
allez, où je me pose des questions sur le fait que voilà, j'aime bien le vélo ou que c'est trop. Mais j'ai peut-être aussi cette chance-là que je suis pas Vingegaard ou des mecs qui sont focus sur des classements sur un grand tour, etc. Enfin, je me considère quand même un niveau ou deux en dessous et je pense qu'à mon niveau, je peux bien performer, mais il ne faut pas non plus être toute l'année à 100% et focus là-dessus. Donc j'ai pas mal de moments, on va dire, où je peux quand même profiter un peu de la vie à côté de faire du vélo. Maintenant, c'est sûr que je vais pas 3 semaines en vacances, fin de saison non plus, sans mon vélo. Enfin voilà, il y a parfois des trucs qu'on peut pas faire ou qu'on évite de faire, mais ça n'empêche pas de allez, quand même profiter un peu de la vie à côté de ça. Par exemple, ici, après le championnat de Belgique, j'ai une semaine où je peux récupérer un peu. Ben c'est le temps de voir des amis, surtout s'il fait bon, etc. De peut-être organiser une petite fête avant de partir 3 semaines en stage. Mais bon, 3 semaines en stage dans les Alpes avec la copine, pour moi, c'est vacances. Donc, c'est voilà, c'est assez relatif et je pense que ça dépend un peu comment tu le vois aussi. Effectivement, si tu dois partir 3 semaines à Tenerife avec t'es isolé tout seul ou avec l'équipe, c'est pas la même chose. Mais ça, c'est un peu moins pour moi ou pour mon type de coureur. Donc, je m'arrange toujours. J'ai jusqu'à présent pas eu besoin de faire beaucoup de sacrifices. En tout cas, moi, je le ressens pas comme ça. Dimanche, c'est le championnat de Belgique. Et donc, du coup, bah, vous êtes une équipe bah, bien représentée. Oui, Avec on est 22 coureurs. Donc, ça va. Tu auras le vélo dans la galerie, ça, il y aura place. jusqu'à présent, sur le planning, j'ai vu qu'une voiture de directeur sportif. Donc là, Ça casse ouais, un peu. ça me tracasse un peu. Mais non, je pense qu'il y a au moins deux ou trois voitures normalement. Euh, on est 20 coureurs plus deux coureurs de l'équipe d'Evo. Ouais, Euh, c'est les Lorenz. Ah, ouais. Lorenz Van der Winkel et Axel de Lille. Ouais. Euh, mais non, voilà, je pense qu'on est l'équipe la mieux représentée. Sûrement qu'il y aura deux ou trois voitures suiveuses, mais il faudra encore voir un peu comment on fait le briefing avec l'équipe. Chez Alpecin, déjà l'année passée, on était pas mal aussi. Ben voilà, faut se répartir dans deux ou trois bus avant la course, etc. C'est un peu bizarre de prendre le départ d'un championnat de Belgique comme ça. Aussi de la tactique d'équipe, enfin, il y a énormément à expliquer pour les DS et à essayer de mettre tout le monde, on va dire, sur la même longueur d'onde et aussi d'avoir vraiment un plan qui marche et que tout le monde sait avant la course ce qu'il a à faire. C'est pas facile. Ouais, parce que dans l'équipe, vous avez donc peut-être un des favoris avec Arnaud, mais peut-être qu'en vitesse pure sur un sprint à plat, est-ce que c'est la même vitesse que Philipsen ou Merlier? Mais ça, c'est toujours des points d'interrogation. On peut pas savoir. Mon avis, non. Enfin, s'il faut être honnête, non. Sur un sprint à C'est plat, possible. il va pas battre Merlier, ni Philipsen. Maintenant, le dernier kilomètre est, on va dire, montant. C'est vraiment les 300 derniers mètres ou 250 qui sont plats. C'est une course. Enfin, j'ai fait la reconnaissance hier et c'est vraiment un parcours usant, vraiment assez chiant avec des petites routes et tout le temps monter, descendre et des routes vraiment sinueuses. Donc, bah, ça m'étonnerait vraiment que ce soit un sprint massif comme, comme l'année passée. Je pense que c'était quoi? Non, l'année passée, c'était Isegem. Parce que si ça avait aussi fait un peu le bon. Là, le parcours, on peut dire qu'il était encore plus facile qu'ici. Et voilà, Remco arrive tout seul maintenant. Ou à deux avec Segart. L'année avant, c'était aussi avec le Kemmelberg, etc. Finalement, c'est sprint massif. Donc, c'est super compliqué à prédire un peu le scénario de course et faut être prêt à avoir 5 scénarios différents, à avoir des gens qui savent ce qu'ils ont à faire en course à ce moment-là. Surtout en Belgique, ben, on peut dire ce qu'on veut, mais on est quand même un pays où les courses en circuit, ça, on connaît. Et donc, c'est justement le niveau est peut-être sur un championnat de Belgique aussi haut que dans certaines courses, peut-être Ouais, d'un niveau plus élevé. Donc, euh, ouais, maintenant, on peut dire que c'est une grande kermesse. Un dimanche, c'est juste 220 bornes, mais c'est une grande kermesse avec des circuits locaux et c'est voilà, des routes typiquement belges, des flamandes. Euh, mais quand tu regardes le niveau, s'il y a Van Aert, Evenepoel, Stuyven, Merlier, Philipsen, c'est tous des gars qui gagnent des étapes dans les grands tours, qui gagnent des classiques. Voilà, c'est quand même vraiment compliqué. Même avec Arnaud, ça va pas va être si facile de s'imposer. Il faudra
trouver en tout cas une bonne tactique de course et un bon scénario pour essayer de faire gagner quelqu'un de l'équipe. Mais bon, de préférence, je pense, pour l'équipe Arnaud, voire Alex qui pourrait être une bonne carte aussi. Mais, voilà. J'ai une question encore sur les kermesses parce que tu en parles. Cette année, tu as fait un Tour de Flandre où tu as couru au plus haut niveau possible. Enfin, pour moi, c'est peut-être la plus belle course de l'année. Ouais, de près, mon plus beau. Allez, comment dire ma plus belle course niveau émotion, etc. de cette année sûrement et de peut-être les 3 dernières années aussi. Enfin, j'ai vécu des super moments avec que ce soit Tim Merlier ou Jasper Philipsen, même Van der Poel, enfin, chez Alpecin. Victoire d'Arnaud, etc. au Trobroléon, mais le Tour des Flandres, juste l'émotion sur toute la course, on va dire. Depuis le kilomètre zéro, il y avait des gens partout, dans tous les villages, enfin, être dans l'échappée, pour moi, c'était le but de cette course-là, parce que j'étais un peu remplaçant pour quelqu'un, donc voilà, j'avais pas vraiment d'autres objectifs que ça. J'avais aussi couru le vendredi juste avant, donc c'était pas évident. Mais l'objectif d'être dans l'échappée, d'y être sur la course en soi, c'était vraiment pour moi vraiment top. En plus, ça n'a pas été gâté par la météo. Tu as eu une météo. Moi, j'ai pas terminé, donc j'ai tourné, je suis rentré au bus juste avant qu'il drache. Ouais, ça va. Mais donc, moi, j'ai vu 3 mecs après la course rentrer dans le bus et moi, évidemment, on voit à la TV comment il fait la dernière heure et demie de course et c'était exécrable. Et moi, je ne l'ai pas vécu, je l'ai vécu dans le bus et j'étais déjà lavé. Donc, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance, mais ça devait vraiment, vraiment être compliqué pour les mecs qui ont fait ça. Si je me souviens bien, parce que maintenant ça remonte à quelques mois déjà, tu étais un des derniers, vous étiez 2 encore à la fin, ou 2 ou 3 à la fin, quand il y a un petit groupe qui vous a repris, un petit groupe qui était sorti. Quand tu es dans une course comme ça et que tu vois les monstres, parce qu'il y a certains quand même, ils ont des niveaux incroyables, qu'est-ce que ça fait justement d'arriver dans ces monts flamands avec ce public, parce que c'est le plus grand public de connaisseurs, c'est pour nous. C'est énorme, Bon, maintenant, j'ai survécu. Je pense qu'il y a un groupe qui est rentré sur nous avant le Berendries. J'ai survécu le Berendries. La bosse après, c'était Valkenberg à Brakel. Et à ce moment-là, Mathieu Van Der Poel a fait le jump sur le groupe devant. Et il n'y avait personne. Enfin, j'ai regardé une fois derrière parce que j'étais le dernier du groupe, on va dire. On ne voyait personne. Il n'y avait pas de peloton qui arrivait. Et au-dessus de la bosse, je me retourne juste avant le virage et je vois un maillot blanc, mais parfaitement blanc, avec des lignes arc-en-ciel. Et là, j'étais un peu surpris quand même qu'il ait fait la jonction. Et à ce moment-là, voilà, j'ai roulé dans l'équipe avec, mais à ce moment-là, c'est vraiment, on va dire, imposant. Et je me suis même bougé pour qu'il prenne son virage, on va dire, plus facilement et sans problème. Et après, la course, elle s'est lancée un peu, on va dire, un peu vraiment à fond avec l'attaque de Pedersen, etc. Mais à ce moment-là, tu es dans la course, mais tu essaies de profiter parce que voilà, moi, je savais à ce moment-là que je n'allais pas terminer la course. J'avais très peu de chance d'arriver au bout, on va dire. Et à ce moment-là, tu essayes de profiter un peu, même si tu es vraiment à fond. Donc, le public, ça aide aussi vraiment. Je dis, il y a du public dans toutes les bosses, mais même sur des moments du parcours où tu te dis, il n'y a personne qui va être là, il y a quand même des fermiers ou on ne sait pas qui est au bord de la route et qui crie. Donc, c'était magnifique. Et donc, du coup, moi, je vais encore te poser quelques petites questions. Hein. Désolé, on te retient, mais pour une fois, c'est avec un grand, grand plaisir qu'on t'ennuie. Tu as fait donc deux Tours des Flandres déjà, et tu as fait en plus une Vuelta, un grand tour. Et un grand tour, c'est aussi quelque chose impressionnant. C'est tous les jours, il y a des jours qui sont peut-être un peu moins intenses qu'un Tour des Flandres, ça c'est clair. Mais par contre, tu es quand même tous les jours à l'ouvrage. Et quelles sont les sensations que tu as justement? Moi, c'était la Vuelta 2022 et c'est la première que Remco gagne. Je me souviens que voilà, on a fait le départ en Hollande avec deux étapes très, très nerveuses, dont un chrono par équipe aussi qui n'était pas super bien passé. On n'avait pas d'objectif à ce niveau-là. On s'était raté 2 fois avec Tim Merlier au sprint. Et il fallait attendre assez longtemps avant d'avoir un nouveau sprint massif, on va dire. La première semaine en Espagne, c'était Pays-Basque, donc c'était vraiment, vraiment dur.
Et je me rappelle que l'étape 8 ou 9, on était au matin dans le bus et que moi je regarde Tim, on regarde Gianni Vermeers et on se dit ça va être vraiment compliqué de passer la journée, de survivre aujourd'hui. Peut-être qu'on est à la maison, je pense un jour après, 2 jours après, c'était le jour de repos et on se dit bon, voilà, on n'avait pas du tout le moral, on était tous vraiment foutus. Quoi. Il y avait juste un mec qui était en super forme, c'était Jay Vine, il avait déjà gagné 2 étapes, mais on avait tous les trois rien su faire pour lui parce que c'était dans la montagne. Et, voilà, on avait gagné 2 étapes, mais nous, on était dans un état pitoyable. Et à ce moment-là, on se dit, bah, on a juste envie de rentrer à la maison. Quoi. C'était étape 9, il en reste 12. Donc, voilà. Heureusement, on a survécu cette journée-là, tant bien que mal. Et puis, c'était jour de repos et chrono, je pense. Et ça fait 2 jours de repos, entre guillemets, si on peut le dire pour nous. Donc, ça m'a fait du bien. Après, on a eu du bon temps en Espagne. Peut-être que la première semaine, c'était à cause de la pluie et de tellement de montées aussi au Pays Basque. Mais après avoir survécu la première semaine, là, je me suis dit, à mon avis, je vais arriver à Madrid. Quoi, mais il y avait encore 2 semaines à faire. Mais là, le groupe Eto était plus grand tous les jours. Et je vois quand même qu'il y a des mecs voilà, qui savaient bien monter les bosses, on va dire, la première semaine, mais qui se retrouvent quand même dans le groupe Eto semaine 2 et 3. Et je pense que la dernière semaine, parfois, on était un groupe Eto plus grand que le peloton. Donc, ça fait du bien de ne pas se retrouver tout seul. Je voulais justement te poser 2 questions par rapport à ça. La première, bah, après 9 jours de course sans arrêt, la première semaine d'un grand tour, beaucoup de coureurs disent que c'est la plus dure parce que l'air de rien, tu enchaînes 9 jours d'affilée. C'est quand même impressionnant. Et puis la deuxième, c'est, est-ce que pour toi c'est la première, c'est est-ce que tu trouves que c'est la même chose? Et deuxième chose, c'est le groupe Eto, comment est-ce que ça vit dans un groupe Eto? Parce que nous, on voit la TV beaucoup à l'avant, mais il faut savoir qu'on voit 20 personnes à la TV, et puis après, ben, il reste la moitié, voire les 3 quarts du peloton, et qui sont Ouais. dans la pampa. Et comment c'est la survie, l'entraide dans un groupe Eto? Bah, je pense que quand tu as, enfin, surtout dans la Volta, on va dire la première semaine, c'était un peu chacun pour soi et tout le monde a envie de survivre et d'accrocher le plus longtemps possible. Moi, je me suis retrouvé avec souvent dans un groupe éto de 10-15 avec des malades qui arrêtaient le jour après, on va dire, ou qui prenaient plus le départ. Donc là, j'étais vraiment dans un état pitoyable. Et la deuxième semaine, on se retrouvait avec des groupes éto de 20-30, donc ça va un peu mieux. Et puis la troisième semaine, c'était plus 40-50. Et à ce moment-là, bah, tu te rends compte que enfin, voilà, tu sais qui va se retrouver dans le groupe Eto ou qui a plus d'intérêt au général ou qui a juste envie de passer la journée. Et enfin, tu commences à parler avec les autres. Ah, demain, ça va être compliqué. Bah, oui, là, on va essayer de tenir jusqu'à ce col-là et puis on va lâcher. Et au final, tu fais un scénario de course avec des gens qui sont peut-être 3 jours avant au sprint massif, tes plus grands concurrents et que, pas dire que tu les aurais mis dans les barrières, mais tu te bats pour les places, etc. Mais dans le groupe Eto, il y a quand même on va dire, une sacrée entente et une envie de tous arriver au bout. Ça roule correct dans les bosses, mais ça roule surtout vite sur le plat et dans les descentes. Parfois, je pense qu'il faut rouler plus vite que le peloton pour ne pas perdre trop de temps. Donc là, parfois, on se rend compte vraiment que bah, c'est pas tout plaisir dans le gros péto. Dans les bosses, ça va encore. Le tempo est abordable plus ou moins pour tout le monde. Même si pour moi, ça reste compliqué, mais le reste du parcours où on peut rouler, là, ça y va quand même vraiment à fond. Et c'est pas facile. Tu récupères quand même bien au final, parce qu'après ta Volta, tu as quand même gagné, c'est en Malaisie si je ne me trompe pas. Ouais, c'est sûr. Et puis, je pense que j'ai fait 2 kermesses aussi où j'avais fait un bon résultat. Enfin, j'avais une bonne forme après la Vuelta. J'ai bien récupéré, bien passé la troisième semaine, ce qui était important. Et là, je me rends compte que, bah, voilà, on a vu un peu avec l'équipe, c'était Alpecin à ce moment-là, que j'ai, on va dire, plus ou moins les mêmes wattages sur la première semaine ou la troisième semaine. Donc, j'ai très peu on va dire, de baisse de performance, mais mon niveau de base n'est pas non plus super élevé. Donc, voilà, pour moi, je suis quasi toute la Volta restée au même niveau, même si j'ai dû faire des performances, on va dire, mes meilleures 20 minutes de l'année étant lâché les 6 premiers kilomètres d'un col. C'est arrivé aussi, mais je pense que sur la fin de la Volta, j'avais bien récupéré. J'étais de mieux en mieux, on va dire de moins en moins bien. Donc, ça s'est bien passé. Le fait que j'ai sprinté à Madrid pour les places à l'avant, c'était aussi pas mal et un bon résultat pour moi en fin de 3 semaines de course. Ça m'a donné aussi le moral pour les courses après. Et je pense que si
récupères bien, si tu fais tourner un peu le moteur, on va dire comme il faut après, en récupérant mentalement, ça fait énormément aussi. Maintenant, je ne sais pas du tout Oui. faire un Giro au mois de mai et de devoir encore faire 3 ou 4 mois de course après, ça me paraît vraiment pas évident, mais ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais c'est ce que je voulais justement te poser comme question. Le programme, bah, maintenant, ici, l'Auto a décidé de ne pas faire le Giro cette année. C'est un choix, je pense, judicieux. Je pense que c'est le bon choix pour Ouais. l'équipe. On n'avait pas les coureurs pour le faire non plus. Ils avaient la demande de certains coureurs qui voulaient quand même y aller, mais au final, ils n'étaient pas performants, pas assez performants au mois de mai. Et là, je me rends compte que si on avait dû aller au Giro, ben, ça aurait mis beaucoup d'autres courses en péril et qu'on aurait laissé beaucoup de points de passer comme ça. Donc, je pense que c'était un bon choix au final. Donc, du coup, moi, je vais te poser un peu une question. Est-ce que tu connais déjà un peu la suite de ton programme? Parce que bah, c'est un peu la période de repos, comme tu l'as dit, dans les prochaines semaines pour toi, après le championnat de Belgique. Mais est-ce que c'est dans l'optique de préparer une grosse fin de saison, plutôt en Belgique ou plutôt sur d'autres courses? Non, plutôt en Belgique. Je pense que je vais 3 semaines ici à Tignes, dans les Alpes, en stage d'altitude. Et puis, normalement, je vais reprendre à l'Arctic Race en Norvège, suivi de beaucoup de courses un jour, comme Overrace et Louvain, où je veux vraiment performer. Enfin, j'ai dit à l'équipe que je voulais vraiment être en forme là. Donc, c'est des courses importantes pour moi, tout près de chez moi. Je pense qu'il y a énormément de courses d'un jour sur la fin de saison qui me conviennent bien, où j'ai envie de bien faire, où j'ai déjà bien fait dans le passé. Donc, non, je pense que le plus important, c'est un bon stage d'altitude et puis après un beau programme de course avec encore quand même pas mal de courses, même si j'en ai déjà 41, 42 à mon actif. Ça va être une saison chargée, on va dire, même 100 courses au mois de juillet, j'arriverai à 65, 70 jours de course facilement. Je vais pour te poser une question par rapport à l'actualité. Bah, justement, les coureurs courent de moins en moins. Quand on voit, par exemple, des coureurs, c'est un bête exemple, mais chez Visma Lease a Bike, bah, qui ne courent pas à la base, et dès qu'ils arrivent sur des gros objectifs, bah, cette année, malheureusement, il y a pas mal de malchance en plus. Euh, Est-ce que tu trouves chouette, tu serais heureux de faire ce cyclisme de préparation pour des cheveux? Non, moi je suis bien avec, on va dire, 65, 70 jours de course. C'était aussi ma demande dans l'équipe. Il y en a aussi qui en ont peut-être 15 pour le moment et qui sont heureux avec ça. Maintenant, pour moi, c'est, on va dire, au plus de chances j'ai de montrer, au plus de chances j'ai de faire un résultat. Donc, c'était pour moi important d'être aligné sur pas mal de courses et souvent je me sens bien en faisant des courses et des courses à étapes et ça m'améliore quand même pas mal la condition, même si je sais m'entraîner à la maison aussi, mais je suis pas le mec qui va, on va dire au mois de décembre et janvier, passer 2 mois en Espagne pour préparer 3 courses et puis après pas courir pendant 3 semaines et puis, enfin, c'est pas vraiment un planning pour moi ça et je pense que c'est aussi plus pour les mecs qui jouent les générales et sur les courses à étapes d'une semaine. Là, je pense qu'il faut vraiment être performant peut-être au plus haut niveau et d'avoir assez de fraîcheur, etc. Mais non, pour moi, c'est pas nécessaire et j'aime bien. Il y a toute la période des classiques que j'aime bien. Donc, si on me demande est-ce que tu veux faire 10 courses dont toutes les classiques ou tu préfères juste faire 2 courses Harelbeek, Tour des Flandres, ben, je vais dire les 10 courses parce que tu as beaucoup plus d'opportunités de faire un résultat et de bien te montrer et de bien faire pour l'équipe. Donc, je pense que faut trouver le juste milieu. Mais moi, j'aime bien faire les courses et ça m'embête en saison de ne pas rouler pendant 3 semaines. Là, le Tour de France, c'est autre chose parce que je vais être en stage et il n'y a pas d'autres courses pendant le Tour de France. Pendant le Tour de France, on va dire, mais de rester à l'écart 3, 4 semaines et de voir qu'il y a des courses un peu partout et de ne pas être aligné, ça ce serait très bien pour moi. J'ai aussi une petite question sur J'ai Ouais. aussi une petite question sur l'actualité. On a vu un nouveau système qui va être implanté par l'UCI, le système de carte jaune. Ouais. Justement, ça vise un peu beaucoup les sprints. Hein. On sait que c'est assez dangereux pour le moment. T'es poisson pilote, t'es sprinter. Qu'est-ce que Ouais. tu en penses? J'en pense que jusqu'à présent, moi, je ne suis pas le mec qui prend énormément de risques ou qui fait énormément de manœuvres risquées, on va dire, dans
le sprint. Maintenant, peut-être que ça peut justement éviter d'avoir des grosses chutes, mais je pense, bon, je sais pas si ça va vraiment changer la manière d'aborder un sprint ou en course, mais je pense que parfois c'est mieux pour éviter certaines situations dangereuses, que ce soit allez, monter sur les pistes cyclables, les trucs comme ça, etc. dans certaines courses. Voilà, c'est un système de l'UCI. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment le faire ou pas, ça, je ne suis pas vraiment au courant, mais je pense qu'il y a d'autres priorités niveau sécurité des coureurs à faire à ce niveau-là, et on essaie de se bouger un peu au niveau du CPA, etc., et d'implémenter quelque chose en course pour que les coureurs soient écoutés au niveau de la sécurité, parce il y a quand même, on va dire, quelques trucs à faire, et c'est quand même nous qui, voilà, tu peux avoir des images, et même à la TV, et dire, oh, là c'était dangereux, là ça passe, le peloton est bien passé, mais je pense qu'en tant que coureur, quand tu roules à 60 à l'heure, et parfois tu vois des choses en course que personne voit à la TV, ou que tu peux pas dire c'était dangereux, mais s'il y a 10 coureurs après une course qui disent, bon voilà, là il y avait vraiment besoin d'un signaleur ou besoin d'autre chose, ou bien cette descente-là, c'était vraiment trop compliqué. Enfin, c'était trop dangereux. Bon, parfois, les organisateurs n'ont pas le choix non plus, et ils ont pas 15 possibilités parfois de faire des parcours non plus. Ça, on s'en rend bien compte. Mais il y a eu une très grosse chute au Dauphiné. Je pense que là, l'organisateur ne savait rien faire. Enfin, il a commencé à pleuvoir et c'était super humide. C'était une chute énorme. Qui aurait pu dire qu'il y a 50 mecs qui étaient à terre, ben voilà, ça c'était très compliqué, mais je pense pas que c'est le meilleur système des cartes jaunes de rendre la sécurité, de rendre le peloton un peu plus sécure à ce niveau-là. Mais bon, c'est un autre débat, je pense. Il va y avoir le tour tant qu'on est dans l'actualité. Et donc, du coup, on a eu un Giro où Pogacar a dominé, mais quand même assez fortement. Oui, ouais, je pense que bon, c'était plus comme ça depuis très longtemps, de dominer un grand tour. Je pense pas à ce niveau-là, de gagner les étapes que tu veux et de gagner avec autant de marge, c'est énorme. Je pense qu'il y a un peu une autre pression totalement pour le Tour de France, avec d'autres candidats à la victoire. Et je pense que ça va être très compliqué de dire à l'avance qui peut gagner en tout cas, ou qui va gagner. Et avec trois équipes qui sont vraiment un peu au-dessus du lot, Bora avec des coureurs comme Vlasov Vinkley, avec l'équipe Bismarck qui chaque année est plus forte, et une équipe UAE qui est aussi une Dream Team, je vais dire. Est-ce que tu trouves qu'il devrait y avoir un salary cap, ou plutôt un genre de limitation de gros leaders dans les équipes à un moment donné, pour pouvoir justement donner un peu la chance de les voir les uns contre les autres? Parce que aujourd'hui, quand tu regardes Almeida et Yates au Tour de Suisse, qui arrivent tous les jours main dans la main, est-ce que c'est pas aussi un peu dommage de ne pas les voir se battre, quoi? Ouais. Alors maintenant, est-ce que ces coureurs-là sont entre guillemets contents de gagner comme ça et de se construire un palmarès comme ça? Enfin, je pense que des coureurs comme Yates, ils ont plein d'ambitions aussi. Est-ce qu'il va courir toute sa carrière pour Pogacar, etc. Je ne sais pas. Je pense qu'on a vu souvent quand même des coéquipiers dans la montagne qui étaient quasi aussi forts que leur leader, et qui partent après dans d'autres équipes pour essayer de gagner eux-mêmes un grand tour, ou de faire des classements généraux, on va dire. Mais non, pour le salary cap, je ne sais pas. Nous, on n'a pas le même budget effectivement que UAE ou Visma, etc. Mais je pense que dans le foot, c'est pas pareil. Est-ce que dans le tennis, etc., ça se passe pas de la même manière. Mais en Formule 1, je ne sais pas comment ils font les budgets non plus. C'est souvent l'équipe avec le plus gros budget qui gagne pas mal aussi. Donc, c'est pas le plus grand problème du cyclisme. Mais moi, ça me gêne pas trop qu'il y ait autant de leaders dans ces équipes-là, tant que ils n'ont pas 10 leaders pour les classiques, et que Arnaud peut en gagner une de temps en temps. Ça me fait plaisir aussi. Donc, problème. Tu as fait de la piste chez les jeunes. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te manque? Est-ce que tu as envie d'en refaire un peu, ou justement l'hiver, c'est la pause un petit peu et ça fait du bien de ne pas y aller?
sûr que ça me manque, ça ouais, parce que ben voilà, quand je regarde les 6 jours de Gand, etc. à la télé, j'ai jamais participé, mais ça m'a l'air quelque chose en tant que coureur aussi bon, il faut l'avoir vécu, je pense, pour savoir ce que c'est. Et j'ai déjà été voir ça par contre, oui, et là l'ambiance est pas mal non plus, donc je pense que c'est bien des deux côtés. Maintenant, est-ce que ça me manque? Oui, mais je n'aurais pas le niveau pour participer allez, aux compétitions sur piste. Et j'ai arrêté aussi parce que je me suis focalisé un peu plus sur la route et que j'avais plus trop de niveau sur la piste. Enfin, j'allais surtout en hiver, décembre, janvier, et, voilà, pendant les compétitions, le goût de sang dans la bouche parce que t'es pas en top forme comparé aux autres qui l'étaient quand même. Et à ce moment-là, c'était plus trop plaisant pour moi. J'allais souvent avec mon beau-frère et il a arrêté à cause de ça aussi. On n'avait plus trop le niveau et on s'amusait plus trop. Et on va dire que j'ai arrêté à cause de ça et un peu plus vers la route. Mais ça me manque quand même. Mais je pense pas que j'ai des regrets à ce niveau-là. J'ai vécu le championnat d'Europe, championnat du monde. C'était super. C'était de belles expériences. Mais c'est pas non plus ce qui m'attire le plus dans le vélo d'aller faire des tours au Portugal, à Hong Kong ou au Canada. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus à vivre sur le vélo de route. Et, même si c'était super de faire une Madison voilà, et de rouler vraiment à fond, on va dire, avec un coéquipier. C'est des autres émotions, une autre intensité, mais c'est un beau sport, mais ça ne me dit pas plus que ça de le faire, on va dire, full time. Et justement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur? Une belle victoire, un championnat, un monument? Futur proche, moi, j'essaie de viser une victoire UCI chaque année au minimum. Pour certains, c'est pas si compliqué que ça, mais pour mon profil de coureur, c'est abordable, mais ça reste compliqué de gagner au moins une course. J'ai déjà réussi quelques fois, mais je vise ça au moins chaque année. C'est un petit objectif, on va dire, personnel. Et à part ça, j'aimerais bien être, on va dire, coéquipier vraiment dans la finale pour Arnaud quelquefois et de s'imposer pas mal de fois avec l'équipe sur les courses d'un jour, fin de saison. Je pense vraiment faire une belle fin de saison comme Arnaud l'a déjà fait, mais être dans l'équipe à ce moment-là. Je pense que c'est un objectif personnel un petit peu. Championnat, etc. Voilà, c'est pas vraiment pour moi, on va dire championnat d'Europe, championnat du monde. Effectivement, ce serait un rêve d'y participer avec l'équipe belge au moins une fois, mais c'est pas à mon niveau en ce moment. Merci Guillaume. Max, je ne sais pas si tu as encore des questions, mais en tout cas, pour moi, c'était un énorme plaisir d'entendre toutes tes expériences, tes anecdotes, d'attendre aussi ce que tu penses de certaines choses de l'actualité. Et donc, merci beaucoup. On essayera de te recroiser encore sur les courses, hein, comme on l'a fait au Circuit de Wallonie. Et, vous allez sur quel c'est pour le podcast ou c'était juste les deux. Les deux. En fait, Franco Lapaglia, qui est l'organisateur de la course, est un très bon ami de la famille. Donc, du coup, on a eu des accès un peu pour aller faire les interviews au podium de départ. Mais en général, on utilise le contenu pour nous quand même. Et voilà, donc on essaye de faire vivre ça. On fait ça en après-journée, parce que comme je te le disais tout à l'heure, c'est après le travail, etc. qu'on fait ça. Donc, c'est pas toujours évident, mais voilà, surtout aller sur les courses. On ira peut-être au Teroué sur quelques jours, à voir. En vacances, en stage, pardon. On ne sera pas là. On ira peut-être à Louvain alors, par contre. Ouais, le Ven Overrace, ça je fais à 100% sûr, sauf s'il m'arrive quelque chose, mais non, il y a pas mal de courses dans le coin chez moi, enfin des courses en Belgique, fin de saison où j'aimerais vraiment performer, surtout, enfin voilà, Binche aussi, c'est une qui me tient. Voilà. Là, normalement, on devrait y être. Ouais. Et on te verra à l'interview sur le podium, de toute façon. Ok, ça va. Ça va. Merci. Nickel. Merci beaucoup. Nickel. Ça va, avec plaisir. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Ciao, ciao.